Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Merci infiniment de votre constante fidélité. Alors comme vous le savez, l'actualité au Mali est dominée depuis des semaines par des grandes concertations régionales, communales et ainsi bien qu'au niveau de la diaspora en vue de la tenue prochaine du dialogue national inclusif. Et c'est dans cette optique bien évidemment que votre chaîne de télévision, votre chaîne de proximité a initié une série de débats citoyens à travers cette émission sans langue de bois. Et aujourd'hui, je me fais le plaisir de recevoir 4 autres invités, tout comme la semaine dernière. C'est toute une série, comme je viens de le dire à l'entame de mes propos. Pour la présentation, je commencerai d'abord par une dame. L'honneur est toujours fait aux dames. Voilà, madame Adam Diko. Adam Diko est la directrice exécutive de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. Bonjour, bonsoir, madame. Bonjour. Soyez la bienvenue sur le plateau de 100 langues de bois. Merci beaucoup. Merci. Et deuxième invité aujourd'hui, c'est le représentant du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Je viens à l'instant de parler de la diaspora, donc la diaspora qui est vivement représentée sur ce plateau. Lui, il répond au nom de Mamadou Lamine Ban. Bonjour, monsieur Ban. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Allez, on va dire bonjour, bonsoir en fonction du temps. Oui, bonjour, bonsoir aux Maliens de l'intérieur et surtout à ceux de l'extérieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, troisième personne invitée sur ce plateau, lui, c'est monsieur Amadou Débé Diabaté. Il est le représentant du RECOTRAD. Le RECOTRAD est le grand réseau des communicateurs traditionnels pour le développement du Mali. Bien sûr. Bonjour, bonsoir, monsieur Diabaté. Bonjour. Ça va? Bonjour, Chérifula TV. Et bonjour, chers téléspectateurs. Et je suis le secrétaire exécutif du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement. Pour le développement. Merci d'être venu sur ce plateau. Et enfin, nous avons un citoyen, voilà, il est également le secrétaire général du comité national des enseignants du Mali, Madi Kamara Diawara. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Ça va? Bon, ça va bien, merci. Très bien. Merci à Chérifla TV pour l'invitation et la participation au débat autour du dialogue politique inclusif. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Comme je l'ai dit, c'est toute une série d'émissions consacrées au dialogue national inclusif. Alors, de prime abord, j'aimerais déjà savoir que pensez-vous de la tenue des grandes concertations au niveau régional, au niveau communal et au niveau de la diaspora en tant que citoyen, évidemment, à commencer par Adam Diko. Ok, merci beaucoup. Alors moi je pense que très sincèrement que la tenue de cet exercice républicain qui est le dialogue national inclusif vient à point nommé parce que ça arrive dans une situation où le Mali traverse une crise multiforme et multi-acteurs où il est nécessaire que les Maliens de l'intérieur tout comme de l'extérieur s'asseyent et discutent pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé là et aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on sorte de là. Et que surtout les débats autour qui vont être abordés dans cet exercice soient des sujets assez inclusifs et que les acteurs qui interviennent aussi soient des acteurs vraiment qui représentent l'ensemble de la population malienne. Donc moi je trouve que c'est un exercice important parce que si je peux me permettre un peu, la crise du Mali, notamment la crise du centre, nous a fait voir d'autres problèmes auxquels le Mali était confronté, notamment cette crise intercommunautaire où il était nécessaire que les communautés quand même s'asseyent et discutent. En plus de cela aussi, il y avait la crise après 2018, il y avait une crise politique où il y a une grande majorité de la classe politique qui avait contesté les résultats. Donc c'est qui avait aussi plongé un peu le pays dans une crise politique. À cela s'ajoute aussi des crises sociales, notamment les contestations des syndicats de la magistrature, les médecins et les enseignants. Donc tout ceci font qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème institutionnel et structurel auquel les Maliens doivent faire face. Et pour trouver une solution à ça, il faut que les gens s'asseyent et discutent. Mais sous quelle forme? Je pense qu'on va y revenir. Ouais, alors, monsieur Ban, la même question vous est adressée. Hein. Que pensez-vous en tant que citoyen de la tenue de ces grandes concertations lancées les 7 et 8 octobre, voilà, phase régionale, communale et dans le district de Bamako? Que pensez-vous de ces assises en tant que citoyen d'abord? En tant que citoyen, je pense qu'il était nécessaire que les Maliens se parlent
qu'ils analysent ensemble profondément les causes profondes de la crise actuelle qui est multidimensionnelle, comme on l'a dit, la crise sécuritaire, la crise institutionnelle et politique, la crise sociale, la crise des valeurs, comment aujourd'hui les Maliens peuvent se parler entre eux pour rechercher une solution idoine, et surtout la recherche de la solution ne suffit pas, il faut la mettre en œuvre et il faut que les gens se parlent. Pour cela, d'une manière inclusive sur tous les sujets, mais aussi d'une manière inclusive en tenant compte de toutes les composantes nationales, de l'intérieur et de l'extérieur. Je pense que c'est cet exercice qui est en cours et nous nous en félicitons. Merci d'avoir répondu à cette première question. Alors, le Récotrad aussi est bien représenté sur ce plateau. Vous jouez un rôle très prépondérant dans la résolution des grandes crises. On va largement y revenir, mais M. Diabaté, déjà en tant que Malien, la même question est valable pour tout le monde. Que pensez-vous de cette initiative ? Et merci bien, c'est une belle initiative à partir du moment où sans dialogue il n'y a pas de paix. Nous, Récotrad, nous avons toujours voulu ce dialogue-là au niveau local et régional et aussi bien au niveau national. Et donc ce dialogue vient à point nommé et ça nous permet de débattre de tous les problèmes du Mali, d'identifier les problèmes, de trouver les solutions idoines à ces problèmes-là. Donc il faut vraiment encourager ce dialogue-là. Nous sommes là, nous l'encourageons. Et nous pensons que tous les Maliens doivent y participer de façon inclusive, comme mes prédécesseurs l'ont dit, et faire des recommandations qui vont peut-être nous permettre de sortir de toutes ces crises-là multidimensionnelles. Monsieur Diawara, il fallait coûte que coûte cette initiative, si je résume tous ceux-là qui viennent de parler sur ce plateau. Vous pensez la même chose? Effectivement, au fait, au Mali, la crise multidimensionnelle qui nous frappe depuis un certain moment, un certain nombre d'années, il est vraiment important qu'à un certain moment donné, que les gens s'asseyent, que les gens s'arrêtent et que les gens se parlent entre Maliens. Et cette phase qui vient de commencer, comme vous l'avez si bien dit à l'entame de vos propos, c'est-à-dire la phase communautaire au niveau des régions et au niveau du sud de Bamako, est très importante en ce sens que ça va permettre aux uns et aux autres dans leurs différentes contrées de s'exprimer et de se sentir concernés par ce qu'on est en train de dire, dialogue national, et cela va encore garantir son inclusivité parce qu'en ce moment, chacun à son niveau aura son mot à dire et ça va peut-être permettre à ce que les gens puissent parler réellement de ce qu'ils ont au fond d'eux pour pouvoir vraiment nous sortir de ça, de la crise. C'est très important. Alors, on sait que de grandes thématiques ont été retenues, entre autres paix, sécurité et cohésion sociale, politique et institutionnelle, gouvernance sociale, économie et finances, culture, jeunesse et sport. Alors, en amont de ces consultations nationales et régionales et de la diaspora, comme j'ai dit, on va largement y revenir, il y a eu une étape préliminaire à Dame qui consistait à valider les termes de référence à travers un atelier à l'issue duquel ces grandes thématiques ont été dégagées. Alors, est-ce qu'à ce niveau déjà, toutes les forces vives ont pris part à ces travaux ou à défaut se faire représenter? Alors, comme je l'ai dit, le dialogue est extrêmement important, mais l'inclusivité du dialogue en est un aspect qui va déterminer de la réussite ou de l'échec de ce dialogue. Alors, l'atelier de validation des TDR, moi je ne pourrais pas dire que ça a été inclusif et que tous les acteurs étaient là. Peut-être les grands acteurs, oui, étaient mandatés à y participer, mais encore nous autres, qui ne sont pas des grandes associations ou des grandes fédérations, nous n'étions pas mandatés. Pour les jeunes, c'est 3 représentants qui ont été désignés, c'est 3 représentants qui ont été confiés au CNJ pour prendre part à l'atelier de validation. Donc un atelier de 100 personnes où on donne 3 personnes à la jeunesse, déjà vous voyez un peu la balance. Donc même avant d'arriver à ce niveau, peut-être c'est pas un manque de respect, mais même la structuration du triumvirat, je pense qu'on pouvait juste appeler ça le conseil des sages, parce que
quand on voit un peu la structuration du triumvirat, on voit qu'on n'a pas réservé quand même une grande place à la jeunesse malienne. Surtout si on voit que la société malienne, 75% moins de 35 ans, je pense que les problèmes actuels, les jeunes sont aussi des victimes tout comme des acteurs. Donc ils doivent vraiment être impliqués dans la recherche des solutions. Donc l'atelier de validation, c'était 3 jeunes de CNJ qui devraient participer au nom de l'ensemble des jeunes du Mali pour la validation des TDR. Donc à ce niveau, on ne peut pas dire que nous, jeunes, nous avons vraiment été inclus, notre voix a vraiment été comptée. Ça, c'est difficile pour nous de le dire par rapport à l'atelier de validation des TDR. Mais quand même, on se réjouit qu'ils sortent de là avec une recommandation qui était qu'au lieu qu'on l'appelle dialogue politique, que ce soit dialogue national inclusif. Mais l'autre chose, c'est que malheureusement, on a vu que l'atelier de validation des TDR a validé la thématique jeunesse, mais a dû lier ça avec le sport et la culture. Alors ça, c'est un aspect que nous n'avons pas du tout apprécié parce que nous pensons aujourd'hui que la jeunesse, c'est vrai, c'est une question transversale, mais la culture doit être prise en compte comme une thématique parce que la crise malienne, c'est aussi une crise de culture. La crise du sport aussi doit être vraiment prise en compte. Mais associer la jeunesse à ces 2 thématiques, on pense que c'est aussi mettre un peu les questions de jeunesse en arrière-plan, comme ça a toujours été le cas. Alors, M. Ban, faites-vous la même lecture que Mme Adam, parce que, comme elle le dit, si la jeunesse n'est pas véritablement prise en compte à ce niveau, le triumvirat, effectivement, on sent que c'est toutes des personnalités, allez, on va dire du 3e âge. Est-ce qu'il y a eu véritablement un consensus autour de cet atelier de validation? Bon, avant l'atelier de validation proprement dit, je pense qu'il y a eu au préalable concernant la société civile un atelier de réflexion sur la contribution de la société civile au terme au TDR. Je pense que pendant cet atelier, j'ai eu l'honneur de travailler avec Adam pour l'élaboration des projets de termes de référence. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et les autres acteurs ont mouillé le maillot pour au moins proposer un projet de termes de référence finalement qui ont été adoptés avec amendement. Et lorsque nous sommes partis, la société civile, comme elle l'a dit, la société civile a fait une forte proposition en disant que le dialogue, au lieu de l'appeler dialogue politique, il fallait mettre dialogue national inclusif. Et toute la société civile a adopté cette proposition qui est revenue pendant l'adoption des TDR proprement dit. Pendant cette période, je pense qu'il y a eu une inclusivité, mais les termes de référence en eux-mêmes concernant les thématiques, nous aurions voulu qu'il y ait une thématique spécifique à la question migratoire. Ça n'a pas été le cas, mais tout le monde sait aujourd'hui le thème migration au Mali. Nous avons un tiers de notre population qui est dehors avec ces problèmes spécifiques. Ça aurait été une forme d'inclusivité dans les thèmes à débattre, de parler des questions migratoires spécifiquement sans les noyer dans les questions de gouvernance. C'est vrai que ce sont des questions transversales, mais on aurait pu choisir cette thématique-là compte tenu de l'apport et du nombre de Maliens de l'extérieur installés hors du pays. Alors, est-ce que quelque part, ça ne remet pas en cause le caractère inclusif dès le départ? Parce que rien qu'à travers cet atelier de validation, vous venez de le dire, vous auriez souhaité que, en tout cas, les questions migratoires soient au cœur des préoccupations du Mali. Oui, lorsque nous avons constaté qu'il y a eu une résistance pour dire que la question migratoire est une question transversale, on pouvait la gérer dans la question de gouvernance, nous avons fait des propositions sur les objectifs et les résultats. Nous nous sommes dit que si on n'est pas parvenu à avoir la question migratoire, la question de la gestion des Maliens de l'extérieur, leur droit, la lutte pour leurs droits comme une thématique à part, il faut aller dans les objectifs. Et dans les objectifs, on s'est dit qu'il faut au moins se fixer l'objectif de faire l'analyse de la gestion de la question migratoire depuis le début de l'indépendance et en tirer les leçons. Je pense que cet objectif-là a été fixé. Je pense que ça peut nous rattraper sur des questions, même si grosso modo on va en parler. Oui, on va largement en parler. Juste le temps de passer la parole à M. Diabati, vous qui représentez le Recotrad ici. Est-ce que vous avez été associé à ces différentes étapes et quelles ont
été vraiment les efforts consentis par les autres membres du RICOTRAD pour arriver à mettre d'accord tout le monde? Effectivement, nous avons été associés à la validation des termes de référence à tous les niveaux, au niveau régional, au niveau local et même au niveau du district. Effectivement, nous avons eu à faire des contributions, mais la grande difficulté, c'était que le niveau de participation par thématique posait problème. Parce qu'il y avait plusieurs thématiques. Et donc, chaque structure devait être représentée dans chaque groupe de thématiques. Mais malheureusement, donc, je ne sais pas, peut-être pour des raisons budgétaires, donc le niveau de représentativité était très bas par rapport à ça. Donc, il y avait cette difficulté-là. Donc, déjà, dans les thématiques où on a eu à travailler, et comme le doyen l'a dit, on était obligé de mettre certaines thématiques ensemble, alors que vu l'importance des thématiques, il fallait les dissocier, les mettre à part, et puis pour plus rentrer en débat, pour plus de détails dans les débats. Malheureusement, le temps aussi avait un peu le problème de temps qui se posait aussi. Les 6 thématiques en 2 jours, je prends le cas de Bamako. Dans les règlements intérieurs, il était dit 3 jours. Mais malheureusement, on a condensé ça en 2 jours. Il y avait 6 thématiques. Débattre les 6 thématiques en 2 jours, ce n'était pas chose facile. Ce n'était pas chose facile. Mais quand même, nous avons pu travailler, on a travaillé sérieusement, nous avons fait des apports, des recommandations qui ont été prises en compte. Maintenant, on attend la grande rencontre, la date n'est pas encore fixée. Et maintenant, sinon, le RICOTRAD a participé à tout le processus du début à la fin, à la validation des termes de référence à tous les niveaux, au niveau région, mais 2 représentants par localité. Donc, il était insuffisant. Nous pensons que c'était vraiment insuffisant. Vu l'importance du dialogue, c'était insuffisant. D'accord. Alors, bon, ça ne va pas se faire sans manquement à certains niveaux. Monsieur Diawara, du Comité national des enseignants du Mali, vous avez été rapporteur, n'est-ce pas, général, si je ne m'abuse, lors de cet atelier de validation des termes de référence. Qu'aviez-vous constaté? Merci pour la question. Mais moi, je vais d'abord dire que, en réalité, en essayant de prendre tous les documents de base, les supports de base de ce dialogue, dans les documents, on lit bien et les choses sont bien définies. Mais dans l'application, c'est tout autre chose. Adam a parlé de la question de la jeunesse. La jeunesse, dans tout le processus, on voit que la jeunesse est remise en second plan. Et Ban l'a bien dit, moi, je faisais partie de ceux-là qui ont travaillé dans le panel qui traitait les questions de la migration. Et là-bas, c'était la migration, la culture, l'éducation, le culte et beaucoup d'autres thématiques ensemble. Mais on a traité tout, sauf les questions qui touchaient le culte, la migration, l'éducation. Et la jeunesse, c'était même pas prise en compte. Il n'y avait même pas de valeur accordée. Et moi, je me dis quand même que si on veut aller à un dialogue national inclusif, il faut qu'il y ait une considération de tous. Il ne faut pas déterminer les choses dans les textes et venir appliquer autre chose. Dans l'application, c'est toute autre chose, comme je l'ai bien dit. La jeunesse, aujourd'hui, si les acteurs politiques aujourd'hui se disent que demain, ce pays-là, même dans leur processus, doivent confier ces pays-là à des jeunes et que ces jeunes-là sont mis en arrière-plan. Moi, je me dis que franchement, ça va apporter encore beaucoup plus de difficultés dans l'application des résolutions qui vont sortir de ce dialogue-là. Parce que la jeunesse occupe une très grande place dans ce pays. Et la question de la migration met beaucoup en mal aujourd'hui le pays sur beaucoup d'autres plans. Bon, je me dis qu'il faut quand même revoir la façon de faire. C'est très important que ceux qui sont devant les choses, qu'ils essayent de voir dans leur procédure. Mais dans la validation des termes de référence,
je vous dis que les travaux ont été de sorte que les choses sont dictées, vous venez, et ce qui est déjà écrit dans le texte, vous ne faites qu'apporter votre petite idée ou bien votre petite contribution qui est là. Mais dire que quelque chose va changer complètement le contenu de la... Non. Rien ne s'est imposé sur le contenu de ce qui est... des termes de référence qui sont amenés lors de l'atelier. C'est vraiment une préoccupation qui est très très importante. Tout à fait, tout à fait. Alors, à vous écouter tous, on a comme l'impression qu'il y a eu beaucoup de manquements. Alors, est-ce qu'au final, Adam, ce n'est pas peut-être une entorse au caractère inclusif du dialogue à partir du moment où les préoccupations, les majeures préoccupations n'ont pas été prises en compte lors justement de cet atelier de validation des termes de référence? Oui, carrément. Carrément, vous dites? Carrément, parce que, comme je l'ai dit, en fait, on ne peut pas aujourd'hui regarder le Mali et associer les questions de jeunesse à la question du sport, à la question de la culture, et dire que les gens fassent un travail de groupe sur ces trois thématiques pour identifier les difficultés, les opportunités et les recommandations. Ces trois thématiques, comme je l'ai dit, chaque thématique constitue à elle seule un problème, source de problème, qui doit être analysé en profondeur. Donc, associer les questions de jeunesse à ça, c'est un problème. L'autre chose, la question de la justice. Je suis d'accord que la justice fait partie de la gouvernance, mais la question de la justice aujourd'hui au Mali est une question primordiale. Quand nous voyons un peu l'historique même de cette crise que nous avons, on s'est dit, tout le monde s'est dit que ce que nous avons aujourd'hui au centre n'est que les conséquences de ce que nous avons eu au nord. Et ce que nous avons aujourd'hui au centre, si on ne fait pas attention, si la justice ne joue pas son rôle, ça va se répandre dans d'autres régions. Donc cette question de justice ne peut pas être liée à la question de gouvernance plus globalement. On laisse la justice. Cette question de santé, la question de l'éducation, toutes ces thématiques-là nécessitent aujourd'hui que les gens s'asseyent et que les gens en parlent, que les véritables concernés en parlent. On ne peut pas faire un dialogue sans pour autant associer les élèves. On ne peut pas faire un dialogue sans pour autant associer le Malien lambda. Le vrai Malien, est-ce que ce Malien qui se lève tous les matins pour aller chercher sa popote, est-ce que ce Malien est au courant qu'aujourd'hui, il y a un dialogue qui doit prendre en compte ses préoccupations? J'en doute. Est-ce que ce jeune Malien qui doit quitter Gao pour venir à Bamako, il est obligé de traverser des pays pour venir à Bamako faire ses études? Est-ce que ce jeune-là sait qu'aujourd'hui, il y a un dialogue qui doit prendre en compte ses préoccupations? J'en doute. Donc c'est ça tout le problème. Voilà pourquoi j'ai dit, le dialogue quelque part, l'inclusivité du dialogue, c'était surtout l'inclusivité politique. C'est que tous les acteurs politiques puissent se reconnaître dans le dialogue. Effectivement, au départ, c'était un dialogue politique. Après, avec la pression de la société civile, le plaidoyer, donc la terminologie a changé, oui, mais le contenu, en réalité, n'a pas changé. Peut-être il y a les grandes fédérations, telles que Recotrad ou le Haut Conseil, c'est plein du nombre de participants, mais il y en a d'autres qui n'ont même pas eu de mandat. Nous, nos jeunes sont partis. Les dialogues au niveau des quartiers, nos jeunes sont partis pour participer, sans pour autant demander ni des perdièmes, ni autre chose. Mais on les a refusé la salle parce qu'ils ne sont pas mandatés. Est-ce qu'ils ne sont pas des Maliens? Ici, et pourtant si, ils sont des Maliens. Alors, Monsieur Ban, finalement, on se demande, est-ce que cette validation a été imposée ou pas? Parce que s'il y a eu autant de manquements, après, quand même, on a assisté à une validation. Bon, il me semble que c'est vrai que ça a été laborieux, mais il faut se rendre compte quand même que lors des débats, chacun a pu exprimer sa position concernant les TDR. Nous qui avions une vision sur les thématiques, nous avons exprimé notre vision des choses sans réserve. Et je pense qu'on a eu cette liberté de parole dans les commissions pour faire nos propositions. Qu'à cela ne tienne, comme je l'ai dit auparavant, la thématique n'a pas été retenue, mais quand même on s'est fixé dans les objectifs et les résultats à atteindre. Et sur ces résultats à atteindre, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, aussi bien sur les questions de migration que sur les autres questions. Il faut se fixer maintenant, malgré qu'on aurait voulu une plus grande, comment dire, inclusivité dans les thématiques,
et une plus grande ouverture par rapport au nombre de participants et surtout par rapport au délai. Parce qu'un pays qui a traversé les crises dont nous venons de citer, ce sont des crises multidimensionnelles, ce serait très difficile de le dire en 2 jours et d'une manière exhaustive en parlant de toutes les thématiques. Maintenant, ce qu'on peut retenir, c'est que à la lumière du dialogue tel qu'il s'est déroulé, que ce soit dans les communes, que ce soit à l'extérieur, nous avons eu les échos, nous avons eu le sentiment quand même que les personnes concernées, parce que c'est un dialogue par représentation, c'est pas un dialogue où tout le monde devait venir. Les corps étaient représentés. Maintenant, le niveau de représentation, je suis d'accord avec vous pour dire que le niveau de représentation pouvait aller au-delà du quota qui a été donné. Pour prendre l'exemple des Maliens de l'extérieur, concernant même, comment dirais-je, la société civile, on nous a donné tout simplement 3 personnes. Nous sommes présents dans 77 pays. Justement, c'était ça, j'allais y venir la question. Nous sommes présents dans 77 pays. Quand on dit, 77 représentations consulaires. 77 conseils de base. À travers le monde. Nous avons 52 missions diplomatiques, mais nous avons 77 bureaux à travers le monde. Ça veut dire que notre carte de représentation est plus large que notre carte diplomatique. Quand on vous dit amener 3 personnes, je pense que c'est créer déjà des problèmes de choix. Qui est-ce qu'on va amener, qui est-ce qu'on ne peut pas amener. Donc ce problème de représentation, je pense qu'il est encore entier, même au niveau national. Quand on va finir avec ce processus-là au niveau des diasporas, des communes, régions, etc., on va arriver au niveau national. Mais même au niveau national, quelle est la représentativité? Parce qu'il ne sert à rien que les gens disent quelque chose à la base et qu'ils ne viennent pas voir comment est-ce que la restitution sera faite, quels sont les résultats, qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'ils ont apporté. Et en cela, je pense qu'une ouverture est possible pour donner encore plus d'une ouverture. C'est une question de Maliens. C'est vrai que les termes de référence ont été adoptés, le règlement intérieur a été adopté, mais je pense qu'il y a une nécessité de revoir le quota de représentation pour qu'il y ait une plus grande ouverture. Monsieur Diawara, alors, de la façon dont les choses se déroulent, est-ce qu'on peut parler, j'ai presque envie de paraphraser un de mes invités de la semaine dernière qui parle plutôt d'un dialogue préempté. D'accord. Moi, à entendre parler M. Ban, il se plaint de la représentativité, c'est vrai, mais au moins ils ont été représentés. Au moins ils ont été invités et ils ont eu leur mot à dire, même si il y a des travaux préliminaires qui se sont imposés et que la question de la migration n'a pas été traitée. Je pense que c'est ça le vrai problème de Ban. Mais je veux juste que Ban comprenne que au niveau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, lui, il était là. Il était là comme représentant et il était accompagné par 2 autres. Donc, ils étaient suffisamment représentés pour parler de ce qui les concerne, en réalité, des questions migratoires et de toutes autres choses qui peuvent les concerner. Mais en réalité, il faut encore qu'on essaye de voir dans la procédure les choses. Dans les textes, les gens, peut-être quand Adam disait que la terminologie a changé, du dialogue politique et inclusif au dialogue... Tout le monde, excusez-moi, tout le monde a été d'accord à ce niveau. Tout le monde a été d'accord de la terminologie à ce niveau. Oui, mais les gens il faut aller au-delà de l'aspect politique. Il faut aller au-delà de ça. Les gens ont dit qu'il faut l'appeler dialogue national inclusif. C'est très clair et c'est très important. Mais si la terminologie a changé et que le contenu n'a pas changé et aussi la manière de faire n'a pas changé, je pense que ça va donner ce que toujours ils ont voulu donner comme dialogue politique inclusif. Oui, et c'est là que vous rejoignez quelque part Adam parce que si la terminologie a changé, mais le contenu reste le même, ça va toujours rester un dialogue politique national. C'est ça. Alors, les communicateurs traditionnels, est-ce que finalement, on ne va pas dire qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, de failles à votre niveau pour que, en tout cas, les préoccupations légitimes de la base soit prise en compte? Parce que c'est ça le plus important. Comme Adam l'a dit tout à l'heure, le Malien lambda doit se sentir concerné par ce dialogue.
Tout à fait. C'est une œuvre humaine, donc il y a toujours des dysfonctionnements, il peut y avoir toujours des dysfonctionnements. Mais moi, je pense qu'il fallait qu'on arrive à ces dialogues-là. C'était la chose la plus importante. Et maintenant, il a fallu que certaines se mettent à table pour faire vraiment l'avant-projet des termes de référence. Ça, c'est clair. Et nous avons été invités pour l'améliorer. Donc, il y avait des différences. Qu'ils soient prises en compte ou pas, ça, je ne saurais le dire pour le moment. Mais moi, je pense que nous devons faire patience, preuve de patience, beaucoup de patience, et faire en sorte que ces dialogues-là puissent arriver au bout. Et maintenant, moi, la question que je pose, c'est de permettre à tout un chacun, à chaque structure, chaque groupe composante, de vouloir continuer à faire des propositions. À faire des propositions, il ne faudrait pas qu'on ferme totalement la porte, donc il faut continuer à ouvrir la porte, permettre aux uns et aux autres de venir déposer des contributions, continuer à déposer des contributions au fur et à mesure, parce que c'est un nouveau bébé, hein, c'est un bébé, le Mali avait besoin de ça dans un premier temps, et donc nul n'est parfait, donc on va continuer, il faudrait que les organisateurs arrivent à comprendre qu'on doit l'améliorer. C'est ça mon point de vue. On doit continuer à l'améliorer au fur et à mesure. Et on va y arriver, on va y arriver. Vous avez dit, c'est vrai, on a changé le nom dialogue inclusif national et non dialogue politique, mais le contenu n'a pas changé. Là aussi, il faut, moi je dirais qu'il faut faire beaucoup attention à ce niveau-là. C'est vrai. On avait fixé le nom dialogue politique inclusif, mais à la demande des gens, j'étais là avec lui dans la salle. Et je vais même dire que notre salle, c'était l'une des salles les plus chaudes. Ah bon, hein? Donc vous étiez tous acteurs, hein? Vous étiez tous présents. Et notre modératrice, je crois, c'est une dame, Aminata Draman, et vraiment c'est une dame ici, je profite de ce plateau pour la rendre hommage, parce que c'est une dame qui ne mâche pas ses mots. Elle était prête à intégrer toutes les propositions, toutes les recommandations faites pour améliorer les termes de référence et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se désespère, on peut continuer à vraiment aller de l'avant petit à petit, parce que sans ces dialogues-là, nous on ne voit pas au niveau du recotrage, que nous l'avons tout le temps voulu. Depuis 2014, on avait fait un plan d'action et dans lequel plan on avait demandé à l'État d'aller au dialogue national. Le recotrage l'a fait. Et sans cela, je ne vois pas de porte de sortie de crise pour le Mali. Adam, pourquoi nous imposer peut-être une contrainte de temps à partir du moment où on espère arriver à quelque chose de solide? Parce que le facteur temps aussi peut être handicapant dans la mesure où si d'un côté on fait des propositions et que de l'autre ces propositions ne sont pas prises en compte, est-ce que finalement le dialogue national inclusif auquel on aspire, est-ce qu'on ne va pas passer à côté? Alors, c'est effectivement ce que j'allais dire, parce que comme Diabaté le disait, il fallait qu'on aille à ces dialogues, mais moi, je fais partie de ceux-là qui pensent qu'il faut bien faire les choses. Oui. C'est-à-dire, c'est vrai, toute œuvre humaine n'est parfaite, mais souvent, il faut s'imposer aussi cette perfection pour qu'on puisse aller vers ça. Je pense que la conférence d'entente nationale nous a vraiment montré qu'il ne s'agit pas juste de faire quelque chose pour la forme, juste pour le faire en termes d'exigence d'un groupe ou d'une partie de la population, mais il faut le faire parce qu'on veut le faire et on le fait bien. Donc, ça ne sert à rien de dire on fait un dialogue national inclusif alors que les procédures, les thématiques, tout est déjà exclusif et c'est dire que oui, mais il fallait qu'on aille vers ça et peut-être ça va s'améliorer. Non, ça ne va pas s'améliorer parce que là, on est en train de débourser des milliards pour faire ce dialogue. Mieux vaut le faire bien. Bien, c'est ça, ma question. Voilà, donc du coup, l'aspect temps, par exemple, qu'on dise on va faire un dialogue pendant des concertations pendant 3 jours et après on vient de dire que pour des contraintes budgétaires, finalement on le fait sur 2 jours. Je pense que les Maliens aujourd'hui sont suffisamment engagés, sont suffisamment
patriotes pour pouvoir s'engager à ces questions-là sans pour autant demander des perdièmes ou autres. Le Malien, au niveau des villages, au niveau des quartiers, n'attendent que ça, qu'on vienne juste écouter leurs préoccupations. Que ça soit en 2 heures de temps, que ça soit en 2 jours, que ça soit en 1 semaine, mais que ce Malien se sente concerné. Que ce Malien se dit que le Mali, dans 5 ans, dans 10 ans, se fera avec lui ses préoccupations et qui sera prise en compte, qui sera considéré. Et non pas pour dire, ah, on est pris par le temps. C'est là que moi, j'aime pas trop. Cet aspect, on est pris par le temps. C'est comme s'il y a une exigence extérieure sur nous où on est obligé de le faire avant ces deadlines. Qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui que ces dialogues? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'on se dise la vérité, honnêtement. Qu'est-ce qui est plus important que ces dialogues? Rien. Donc, prenons le temps de le faire bien et très bien pour que tous les Maliens à tous les niveaux. On l'a fait déjà au niveau... Alors, je ne suis pas pessimiste, mais je me dis l'aspect inclusivité du dialogue, déjà au niveau des quartiers, au niveau des communes, au niveau des cercles, au niveau des régions, c'est un aspect qui nous a déjà échappé, qui a déjà échappé au comité national d'organisation. Alors l'aspect... Excusez-moi de vous couper, mais c'est pas ce que mes invités de la dernière fois disaient, parce que pour en tout cas la majorité, en tout cas pour le technicien même, au niveau de la primature, a affirmé que au niveau des cercles, des régions, que ça a été plutôt une véritable réussite. Les salles étaient quasiment vides. Voilà. Bon, ça aussi, on l'a vu à travers, à travers les images. Voilà, les salles étaient quasiment... Est-ce qu'un dialogue qui a reçu... Comment on peut organiser un dialogue en commune 6 où dans la salle, vous n'avez pas plus de 30 personnes? Vous avez plus de 200 chaises, mais il n'y avait pas plus de 30 personnes. Donc là, on ne peut pas dire que le dialogue a été... Je suis désolée, mais souvent, il faut qu'on accepte nos erreurs, nos faiblesses pour pouvoir les corriger. Maintenant, et aller de l'avant. Ce qui doit être corrigé maintenant, ça c'est l'aspect inclusivité en fonction des thématiques. Les thématiques qui doivent être abordées au niveau national, il faut que ça soit inclusif. C'est vrai que le niveau national va travailler sur ce qui a été fait en amont, mais il faut qu'à ce niveau, que l'inclusivité des thématiques soit respectée et que le quota qui va être accordé, je ne dis pas qu'il faut donner un nombre de quotas à l'AJICADou, mais il y a des organisations qui interviennent sur des thématiques bien spécifiques. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un dialogue sans pour autant parler des questions de civisme, sans pour autant parler des questions de jeunesse en profondeur et tout. Donc, vraiment, il faut associer les gens, parce que souvent, c'est cette question de représentativité qui pose problème au Mali. Parce que les gens ne se reconnaissent pas très souvent dans ces organisations de fêtières qui les représentent et les recommandations qui sortent, les gens ne s'identifient pas dedans, on ne se l'approprie pas et après, une autre partie de la population va commencer à demander un autre dialogue parce que l'autre dialogue, on n'a pas été écouté. On ne veut pas de ça pour l'instant. Monsieur Ban, est-ce que les chaises étaient vides au niveau de l'étranger aussi? J'ai envie de vous demander quel a été le degré de mobilisation des Maliens de la diaspora à travers les ambassades, représentations consulaires dans le reste du monde? Je crois qu'il faut revenir sur la méthodologie qui a été adoptée. Parce que quand il faut faire le jaugeage du nombre de participants, le jaugeage va se faire par rapport à la méthodologie adoptée. La méthodologie adoptée est une méthodologie représentative avec des quotas de nombre de personnes. Donc on ne peut pas parler de salles vides parce que ce sont les personnes qui ont été désignées S-qualité qui participent. Les autres qui n'ont pas été désignées, pour le moment, bon, on ne peut pas dire qu'on va remplir la salle. La remplir avec qui? Avec les gens qui n'avaient pas des invitations. Je pense que ce n'est pas par rapport à ça. Mais par ça rapport quand même le faible engouement des populations. Le faible engouement des populations fait partie des thématiques d'ailleurs. Parce qu'on sait, aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. La chose publique, la chose politique intéresse très peu de Maliens. Ça, c'est une réalité. Ça fait partie de nos maladies. C'est cette tendance qu'on veut renverser. Oui, absolument, maintenant que cette méthodologie a été adoptée, cette méthodologie représentative a été adoptée, peut-être on aurait pu faire mieux que ça. Mais il y a d'autres outils qui sont là. Aujourd'hui, on peut profiter de ces outils-là pour participer. Moi, je pense que quand on aime son pays, même si on n'est pas appelé, s'il y a des outils qui nous intègrent ou bien on peut utiliser ces outils-là pour s'intégrer, il faut aller avec ces outils. Je pense qu'il y a une plateforme électronique qui est là aujourd'hui, qui est une plateforme qui est ouverte. Il y a des applications aussi qui sont ouvertes, qui vont être prises en charge où les gens peuvent faire des recommandations. Je pense qu'il faut
il faut les utiliser. Nous sommes dans le siècle de l'informatique, dans le siècle des réseaux, des nouvelles technologies, des smartphones. Je pense que la plupart des jeunes aujourd'hui, cet outil-là, ils peuvent l'utiliser, il n'y a pas de barrière, ils peuvent l'utiliser pour s'exprimer. Concernant de cette plateforme, parce que ça peut intéresser les jeunes. Hein. Oui, tout de suite, je veux partager comment dirais-je, avec vos services techniques. Oui, absolument. On va partager ces outils. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez posé la question concernant l'extérieur. Je pense qu'à quelques exceptions près, peut-être l'Allemagne, où la communauté malienne n'est pas aussi importante qu'en Côte d'Ivoire, toutes les salles ont refusé du monde. À l'extérieur, toutes les salles ont refusé du monde. Ça, je peux vous le garantir. Les images sont là, on peut le voir. Oui, il y a même des images qui défilent en ce moment. À l'extérieur, les gens ont participé massivement à ce dialogue. Même si là aussi, on a été confronté à des problèmes de quotas. Imaginez que même à l'extérieur, notre bureau de Paris n'a eu que 3 délégués pour participer. Alors que le bureau, lui seul, il fait 60 personnes. On aurait pu, au moins, faire que, comme c'est une centrale qui représente plus de 800 associations qui sont membres du Haut Conseil des Maliens de France, ne fût-ce que le bureau, tous les membres du bureau pouvaient participer en tant que délégués, mais ce n'est pas le cas. Mais tout compte fait, utilisons ces plateformes qui existent. Il y a la plateforme du dialogue lui-même, la plateforme officielle, et il y a d'autres applications que on va donner les références. On va les partager, ce qui est déjà sur Play Store, Allo Dialogue, qui est sur Play Store. Vous pouvez les télécharger. C'est les mêmes dispositifs que le dialogue physique. Vous pouvez contribuer et ces contributions seront versées dans les rapports. D'accord. Mais M. Ban, finalement, c'est bien beau d'avoir ces plateformes, mais le Malien qui est dans les zones rurales, qui n'a pas à manger, comment est-ce qu'il peut accéder même à un bon réseau Internet au lieu de prétendre à faire une quelconque contribution en ligne? Oui, mais ça, c'est le Malien qui est au niveau rural. Voilà. Mais le Malien qui est même au niveau ruban, c'est-à-dire nous, qui sommes à Bamako, moi c'est ma première fois d'entendre parler qu'il existe des plateformes. Je ne sais pas quelle communication a été faite autour de cela, mais on entend parler du dialogue, mais je n'ai jamais entendu parler d'une plateforme numérique qui permet aux gens, c'est-à-dire souvent aussi il y a cette question de communication autour de ces outils, parce que si des outils sont développés à coût de milliards et puis après il n'y a pas de communication autour de ça, parce que si ces outils ne sont pas utilisés, je suis désolée, ça ne veut pas dire que le Malien n'est pas patriote, ça veut dire peut-être que la communication autour de ces outils-là a manqué et que ça n'a pas marché. Sinon, c'est le souhait de tous les jeunes aujourd'hui de pouvoir, parce que les gens ont tellement de choses à dire, si on ne peut pas participer à l'espace physique, mais au moins c'est l'espace virtuel qui est là, qu'on puisse quand même entendre parler. Et moi, je propose vraiment mon organisation à faire une communication large autour de ces outils-là. Voilà. Alors, est-ce qu'autour de la table, on n'est pas tenté de dire que, en tout cas, l'engouement au niveau de la diaspora est beaucoup plus fort qu'au niveau national même? Et qu'est-ce qui peut expliquer cela, Monsieur Diabaté? C'est peut-être lié à des moyens. Des moyens de technologie. Peut-être au niveau de la diaspora, ils ont plus de moyens technologiques qu'au niveau national. Moi, je vais revenir un peu à la préoccupation de ma sœur par rapport quand elle dit que non, le dialogue, il ne faut pas aller. Moi, je pense que il faut aller. Il faut aller, oui. Mais bien. Oui, parce que moi j'ai parlé de l'amélioration et peut-être qu'elle n'a pas compris. On a toujours le temps et puis la possibilité d'améliorer une activité déjà entamée. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il s'agit de faire une évaluation à mi-parcours du dialogue. Qu'on s'arrête à un moment donné, qu'on se dise, qu'on regarde de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui est en train de marcher, qu'est-ce qui n'est pas en train de marcher, qu'est-ce qu'on a oublié et qu'est-ce qu'il faut rajouter. Et là, c'est possible. C'est possible. Si cela vaut mieux que de chercher à reprendre encore ou à réorganiser un nouveau dialogue. Là, c'est
On n'a pas ce budget, monsieur budget. Diabaté. Alors, monsieur Diawara, est-ce qu'au niveau de la diaspora, on a comme l'impression, oui, enfin, c'est même pas qu'on a comme l'impression, c'est que c'est même affiché. Ils se manifestent plus par rapport voilà, aux nationaux. Et est-ce que la donne ne devrait pas plutôt changer? Oui, la donne devrait changer, mais d'abord, moi, je vais, comme Diabaté le disait, Diabaté, c'est vrai que le dialogue, en fait, c'est un impératif qui s'est imposé. Il le fallait, impérativement. Mais comment? Et qu'est-ce qu'il faut avoir comme résultat au finish? Moi, je pense que c'est très important quand nous nous sommes arrêtés et se dire qu'il faut qu'on communique, il faut qu'on dialogue. Autour de quoi? Autour des questions majeures, autour de beaucoup de points qui mettent en mal aujourd'hui la stabilité du pays. Mais je pense que la procédure est à revoir. Comme vous l'avez si bien, c'est à améliorer. C'est à améliorer. Parce qu'il ne faut pas qu'on dialogue parce qu'on veut dialoguer. Il ne faut pas qu'on aille à un dialogue parce qu'on veut aller à un dialogue. Mais il faut aller à un dialogue et s'attendre au finish à un résultat probant. Mais au niveau de la diaspora, quand Ban me dit que les salles ont refusé du monde, à Caille, les gens ont boudé la salle pendant des heures. Ils ont refusé de dialoguer. À Caille, les gens ont boudé la salle. Et au niveau de la diaspora, si l'engouement et si la mobilisation est beaucoup plus grande, je me dis que peut-être qu'ils ont plus de problèmes à mettre sur table que nous à l'intérieur. Et concernant votre question de plateforme, et Adam l'a déjà dit, nous sommes ici à Bamako. On peut facilement se connecter et aller sur ces plateformes-là. Mais celui qui est peut-être à Kopropen, dans les zones de Koro, est-ce qu'il peut contribuer comme il le veut? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas utiliser ces outils-là. Mais c'est à son niveau, dans sa localité, qu'on peut le faire intéresser et aussi prendre ses contributions et le faire remonter jusqu'au niveau de là où les gens peut-être prennent en compte les préoccupations des uns et des autres. Tout à fait. Tout à fait. Alors, malheureusement, le temps passe très vite. On n'a que 10 minutes, moins de 10 minutes d'ailleurs, avant la fin de cette émission. On reste encore sur le volet diaspora. Malheureusement, l'actualité oblige, dans la nuit de lundi à mardi, nos compatriotes, certains de nos compatriotes de Paris, dans la rue Barra, ont été expulsés par la préfecture de Paris. Alors, quelques heures après la clôture des assises du DNI, le dialogue national inclusif. Est-ce que cela a eu un impact sur les assises? En fait, pas directement sur les assises, mais c'était une préoccupation quand même qui était là. Vous savez que le problème de logement dans les foyers, ça s'est posé depuis plusieurs mois. Il y a eu de nouvelles initiatives qui avaient été mises en place, mais la préfecture de police avait jugé nécessaire d'évacuer les personnes qui étaient soi-disant sans papier, entre guillemets, et de les évacuer de ce qu'on appelle le foyer Bara. Et 250 de nos compatriotes ont été victimes de la situation, malgré les efforts du conseil de base, du Haut Conseil des Maliens de France et de la mairie qui les a beaucoup aidés, la mairie de Montreuil, qui les a beaucoup aidés, mais aujourd'hui on peut dire que 250 personnes se sont retrouvées sans toit, en tout cas pour le moment. Fort déplorable cette situation. C'est fort déplorable cette situation, mais je pense qu'il y a eu des initiatives pour les donner des tentes, les donner à manger et essayer de les recaser d'une manière provisoire avant de trouver une solution définitive. C'est le lieu d'exprimer toute la solidarité du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, au nom du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, M. Habib Silla, qui dit aux Maliens de France qui sont dans cette situation que nous sommes avec vous, de cœur avec vous, et ce que le Conseil de base est en train de faire à ce niveau-là est à féliciter, ce que les autres acteurs sont en train de faire sont à féliciter, et on a attiré l'attention de nos autorités dès le 29 à 4 h du matin, lorsque nous avons été éveillés pour nous donner la situation. Je pense que le ministre des Maliens de l'extérieur a été informé et la situation est suivie, est suivie de près, et nous prions, nous demandons à tout le monde de prier pour nos compatriotes. Oui, on va prier pour un heureux dénouement. C'est bientôt le froid intense, et voilà, c'est pas facile d'être dehors
en ce moment en France. Oui, oui, mais est-ce qu'à ce niveau, justement, vous avez essayé de vous mettre au-dessus de certains problèmes avec l'autre tendance qui est le CSDM, qui se réclame aussi, enfin, Conseil supérieur de la diaspora. Est-ce qu'à ce niveau, il y a eu une synergie d'action? Parce que maintenant, c'est le Malien, c'est le problème du Malien qui doit être pris à bras le corps. Lorsque le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur intervient pour un cas social, il ne fait pas de distinction à l'appartenance ou bien à la pensée de la personne. Il intervient pour tous les Maliens. Le Haut Conseil est appelé à mobiliser, à rassembler tous les Maliens. Sur cette question principalement, je pense qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la France, le CSDM France et le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur travaillent sur cette question-là ensemble. Avec le président du Conseil du CSDM France, M. Baïdi Dramé, que nous félicitons d'ailleurs, qui a une position différente de son président à l'intérieur. Parce que le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur est une structure qui rassemble tout le monde. Ça, c'est un acquis de la conférence nationale, c'est un acquis de rassembler tous les Maliens autour d'une organisation, à l'instar des autres pays. En France, il y a l'Assemblée des Français de l'étranger. Au Mali, il y a le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Ailleurs, il y a des centrales. Les problèmes de personnes n'interviennent pas ni en Angola, où on intervient pour tout le monde, ni en Libye, où on intervient tout le monde, ni ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Alors, Adam, on s'achemine quasiment vers la fin de cette émission. Pour qu'on arrive vraiment à une inclusivité, est-ce qu'il n'est vraiment pas temps de mettre les égos à côté et penser uniquement Mali? Oui, carrément. Je pense que c'est ce qui nous a amené à ce dialogue. C'est fort déplorable qu'à ce niveau, il y a certains grands partis politiques quand même qui ne participent pas au dialogue. Donc ça c'est vraiment fort déplorable parce qu'il y a une scission, il y a vraiment... Donc le dialogue qui se veut inclusif, si déjà il y a de ces partis politiques qui n'y participent pas, je pense que ça c'est déplorable. Alors je me réjouis de voir que le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a rencontré Ibeka, voilà, le chef de l'État l'autre jour. Donc peut-être qu'à l'issue de ces discussions, peut-être que les partis politiques qui n'adhèrent pas jusqu'à présent au dialogue, peut-être vont prendre part au dialogue au niveau national, on l'espère, pour que le caractère inclusivité du dialogue puisse être respecté. Alors l'autre chose, c'est que nous avons prévu de rassembler d'autres organisations de jeunes autour de nous qui interviennent sur des questions thématiques, afin qu'on se mette ensemble pour rencontrer les triumvirats, pour voir s'il y a possibilité qu'on donne plus de quotas à la jeunesse malienne, ou s'il y a d'autres possibilités pour que les recommandations des jeunes soient prises en compte. Parce que jusqu'ici, nous sommes quand même de ceux-là qui croient à ce dialogue-là et qui pensent que ce dialogue vient à point nommé et qu'on a impérativement besoin de ça. Alors nous ne faisons vraiment pas partie de ceux-là qui... Alors on dit tout ça, c'est vraiment pour qu'on puisse améliorer les choses parce qu'on tient véritablement à ce dialogue et on croit à ce dialogue. On sait que les recommandations de ce dialogue peuvent aider le Mali d'aujourd'hui, mais surtout de demain. L'autre chose, c'est les recommandations du dialogue. Il faut vraiment que les recommandations qui vont être issues du dialogue soient des recommandations qui peuvent être mises en œuvre. Alors que ça ne soit pas des promesses où on va dire aux gens, alors les recommandations vont être mises en œuvre demain, mais ces recommandations vont faire le Mali de 5 ans, de 10 ans, de 30 ans, ainsi de suite. Mais que les gens se mettent dans l'optique qu'on a discuté, on s'est mis d'accord sur des choses et désormais voici les orientations stratégiques sur lesquelles le Mali s'est fixé. Et non pas pour amener les gens dans un dialogue pour dire, ah bon, on sort du dialogue un samedi et le lundi on fait la révision constitutionnelle ou bien on fait ça, mais vraiment des réformes structurelles qui... Pas des réformes forcément qui doivent être mises en œuvre par le président Ibeka ou par X ou par Y, mais vraiment des réformes où tous les Maliens s'inscrivent dans ça, des orientations stratégiques pour sortir de notre pays de cette crise multiforme et multi-acteurs. Monsieur Diabaté, est-ce que cette nouvelle rencontre entre le chef de l'État et le chef de file de l'opposition nous donne enfin de l'espoir qu'il va y avoir le dialogue, mais cette fois-ci le dialogue véritable, inclusif? Est-ce qu'on peut dire cela? Et vous, en tant que communicateur traditionnel, quelle peut être votre grande partition à jouer pour recoudre davantage le tissu social, j'ai envie de dire? Bon, nous sommes en train de faire ce travail-là à l'ombre, mais on ne le dit pas.
la rencontre entre le chef de l'État et le chef de file de l'opposition. Nous ne pouvons que saluer ça. Comme on le dit en Bambara, Sigikafo et Damoune, et là c'est une réalité. Et voilà, aujourd'hui, nous avons un peu perdu notre repère. Tous ces problèmes se situent dans ces cadres-là. Le Recotrade, ça fait partie de ces missions, hein, la paix, la stabilité, la cohésion sociale et même l'équilibre social. Et donc nous sommes en train de travailler en dessous, nous l'avons fait depuis 2012. Et nous espérons que ce dialogue va être vraiment une porte de sortie de crise. Ça va être une porte de sortie de crise. Et nous demandons à tous les Maliens, qu'ensemble qu'on se donne la main. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Et qu'on soit pour bien faire. Hein? Ouais, pour bien faire, il n'est jamais trop tard. C'est une crise très compliquée, qui est très compliquée. Merci. Donc, merci Diabaté, merci d'être passé nous voir. Alors, monsieur Diawara, finalement, est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'on va assister à une éventuelle redistribution des cartes pour bien faire les choses? Nous espérons bien qu'on essaye quand même de revoir la manière de faire, et parce qu'aujourd'hui tous les Maliens espèrent sur un dénouement heureux par rapport à toutes les crises qui gangrènent aujourd'hui ce pays. Et aussi il faut se dire que c'est tellement important de revoir les choses et voir aussi que le citoyen lambda peut désormais se dire que on a pris en compte ma préoccupation pour une fois. Et c'est vraiment très important. Et tout ça, c'est pour qu'il y ait une réussite et que les problèmes puissent être résolus. Qu'on ne se dise pas qu'il y a des fins cachées qui ne sont pas encore, qui ne disent pas leur nom. Vraiment que les préoccupations des Maliens et des Maliennes soient prises en compte et qu'au terme de ce dialogue, qu'on puisse se dire que réellement on a dialogué et le Mali se retrouve enfin. Merci. Alors, dernier mot, on va dire, d'un sage parmi nous sur ce plateau. Est-ce que vous voyez les choses de cette manière-là pour que on aspire véritablement à une sortie de crise avec l'avis de tout le monde qui compte? Parce que finalement, c'est ça, hein, sur les grandes affiches. J'ai mon mot à dire. Je pense que chacun compte, chaque Malien compte. Et c'est l'appropriation. Je pense que chacun doit s'approprier et il y a de l'espoir. Au-delà du chef de file de l'opposition qui a une pièce maîtresse dans notre système politique, il faut qu'il vienne. Je sais que c'est un patriote, il va venir. Mais on a vu les choses bouger. On a vu les anciens chefs d'État, comme l'avait préconisé le président Habib Silla, avant les élections présidentielles. Et ça, peut-être, c'est une confidence que je ne devais pas dévoiler ici. Il avait dit au chef de l'État, lorsque nous avons été reçus, appelle tes prédécesseurs et parlez sur la question du Mali, appelez tous les autres, parlez pour trouver une solution. Aujourd'hui, on a vu que l'ancien président Amadou Toumani Touré est en train de faire ses valises pour venir. Je pense que c'est quelqu'un qui est écouté, qui a son monde. L'ancien président Alpha Oumar Konaré, une lettre lui a été adressée et je pense qu'il y a eu des rencontres sur cette question-là. Donc cette ouverture, je pense qu'elle doit non seulement concerner les hommes politiques, mais attention, on a dit dialogue national inclusif. Parce que si on veut réduire le dialogue à un dialogue politique qu'on a refusé, on va retomber dans les mêmes travers. Je demande aux hommes politiques, rejoignez la nation, venez, on va discuter les problèmes du Mali, quelqu'un d'autre ne va pas les faire, c'est nous-mêmes, c'est nous qui allons les faire. Et ceux qui ont en charge de l'organisation, écoutez les gens et organisez bien la chose. Merci, on va travailler ensemble. On arrive quasiment au terme de cette émission et nous, de notre côté, on fera tout pour appeler justement ces hommes politiques sur ce plateau pour les écouter finalement, pour qu'il y ait un véritable consensus
consensus autour de ce dialogue qui se veut inclusif. On avait aujourd'hui sur ce plateau Monsieur Mamadou Lamine Ban. Il représentait le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Il y avait également Adam Diko, qui est la directrice exécutive de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. Merci d'être venu. Et nous avions également Monsieur Diawara, qui est le secrétaire général du Comité national des enseignants du Mali, Madi Kama Diawara. Et enfin, le COTRAD aussi était représenté sur ce plateau par Monsieur Diabaté, Amadou Débé Diabaté. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. On va prier pour le Mali et on va espérer que le Mali va retrouver ses grandes valeurs d'antan. Sur ce, merci à vous également qui nous suivez et on se donne rendez-vous tout à l'heure aux alentours de 21h30 pour la version en langue nationale bamanakan de cette même émission qui s'appelle Sans langue de bois. Merci de votre constante fidélité. À bientôt. Merci.